Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Coin Recherche. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste parler de quelques petites informations, puisque pour certains d'entre vous qui ont vu les précédentes vidéos, les toutes dernières vidéos, vous devriez être assez surpris de me voir encore en France, puisque là c'est le tableau en France. Oui, malheureusement, j'ai dû décaler mon voyage de 2 semaines, ce qui signifie qu'en fait, je pars à Montréal demain. J'ai dû décaler ce voyage de 2 semaines tout simplement parce que la situation sanitaire n'est pas vraiment des plus belles au Canada actuellement, notamment au Québec. Les écoles ont dû fermer, en tout cas depuis le début janvier et jusqu'au 31 janvier, là il y a très peu de temps. Les universités, etc. ont dû fermer, peut-être pas les écoles primaires et tout ça, mais en tout cas les universités. Et ça m'aurait été assez embêtant d'y aller et de finalement faire les choses en distanciel pendant 2 semaines. Et puis finalement profiter du présentiel que d'une semaine. Donc c'était vraiment pas terrible. Et donc en accord avec mon encadrant, on s'est mis d'accord pour décaler mon voyage de 2 semaines. Ce qui fait que je vais partir donc demain pour Montréal. Et normalement pour une durée de 3 semaines, si tout va bien, il ne devrait pas y avoir de raison. Puisque j'ai fait tout ce qu'il faut, c'est l'histoire de tests PCR, etc. qu'il faut faire pour pouvoir embarquer et autre chose, bien sûr. Je ne vais pas tout détailler ces affaires, mais bref, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Je pars bien pour Montréal demain. Quoi qu'il en soit, dans la semaine, il y aura ensuite une nouvelle vidéo qui sera donc un exo de colle, puisque j'ai fait un petit exo de colle il y a 2 semaines et j'avais pas fait d'exo de colle, donc là ça sera l'inverse, je ferai un exo de colle sans faire de petit exo de colle. Et donc je suis vraiment navré de ne pas avoir pu donner d'informations entre deux, car pendant ces 2 semaines, même si j'ai dû rester en France, eh bien j'avais beaucoup de boulot. Il y a eu pas mal de choses qui ont avancé, notamment sur les groupes de travail. Tout récemment, il y en a certains qui se sont relancés, d'autres qui avancent plutôt bien et qu'il fallait faire avancer plutôt bien. Et puis il y a également eu des conférences auxquelles j'ai assisté et auxquelles également je participais. D'ailleurs vous pourrez trouver une vidéo d'un enregistrement d'un de mes passages lors d'une conférence sur mon site. Si ça vous intéresse, et qui parle justement du sujet dont je suis en train de vous parler là actuellement. Bon, le problème c'est que c'est en anglais et que c'est 20 minutes, donc 20 minutes c'est très court pour devoir entrer dans le vif du sujet. Donc évidemment il y a plein de choses que j'ai pas eu encore le temps d'expliquer ici en Coin Recherche, que j'ai dû, et lors de l'exposé en conférence, j'ai dû aller très très vite là-dedans parce que je ne pouvais pas me permettre de passer beaucoup de temps sur ces choses-là. Je voulais essentiellement amener la nouvelle notion qui va bientôt arriver, hein, on y arrive. Hein, là, il me faut expliquer ce que sont les morphismes entre les représentations cordes. C'est là donc le nouvel épisode. Mais il me reste encore, donc après cet épisode-là, le prochain épisode, je commencerai à parler de choses entre guillemets nouvelles au sens des gens qui sont en théorie des représentations, car la notion de retrouvabilité de Jordan, etc., c'est assez neuf. Et voilà, donc évidemment en conférence, quand on vous fait un exposé devant des chercheurs, on veut mettre l'accent, passer plus de temps sur les notions qui ne sont pas trop connues dans la communauté, plutôt que de parler longuement des notions que je vous ai parlé jusqu'ici, cet épisode inclus, car ces notions-là, pour les gens qui travaillent dans les théories des représentations de Carquois et théories des représentations d'algèbre, ces choses-là, c'est un peu les connaissances de base. Donc évidemment, voilà. Bon, bref. En tout cas, si ça vous intéresse, vous pourrez toujours jeter un petit coup d'œil à cette vidéo. Ça peut vous donner une idée de ce qui va s'en suivre à la suite de cet exposé, même si en 20 minutes, évidemment, j'ai dû parler très très vite et c'était pas des plus faciles. Bref, en tout cas, ces 2 dernières semaines furent assez mouvementées, avec beaucoup de choses à faire, et je n'ai pas eu le temps de me préparer à vous donner d'autres vidéos, comme un exo de colle, comme un petit exo de colle, ou comme un coin recherche, malheureusement. Et puis pareil, pour fêter les 1 an de la chaîne, car ça fait 1 an maintenant que je donne des exos de colle, etc. Et ça, c'est vrai que c'est quand même super. Je vais devoir faire la fête, entre guillemets, un peu plus tard, puisque là j'aimerais commencer à reprendre un petit peu le rythme de ces histoires de points de recherche, etc. Soyez-en assurés, comme je l'ai dit, je compte bien faire une petite vidéo d'anniversaire dans laquelle on pourra parler d'exemples et de contre-exemples. Donc je ferai une espèce de florilège d'exemples et de contre-exemples sur plusieurs choses, plusieurs domaines de mathématiques.
Et voilà, ça sera plutôt sympa, je pense, comme façon de célébrer. Bref, maintenant ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet et parlons des morphismes entre les représentations cordes. Je vous rappelle je suis en train de tenter de vous introduire ce qu'est la retrouvabilité de Jordan pour des catégories de modules sur des algèbres aimables. Je vous ai expliqué que les modules c'est la même chose que des représentations sur un carquois. Je vous ai montré ce que sont les représentations pour un carquois et un carquois également à relation aimable. Nous avons eu l'occasion de parler d'algèbres aimables. Nous avons vu également les cordes et les bandes pour décrire toutes les représentations indécomposables d'une algèbre aimable. Et donc juste avant de vous introduire vraiment ce qu'est la retrouvabilité de Jordan, il va me falloir d'abord vous expliquer comment marchent les morphismes entre des représentations cordes. À savoir que les morphismes entre les représentations bandes, je ne vais pas en parler ici, mais elles marchent à peu près de la même manière. Là, il va y avoir quand même une assez grosse différence, parce qu'il n'y aura pas que les morphismes dont je vais parler entre les cordes qui existent, entre les bandes, il y en a un petit peu plus. Et bon voilà, je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails pour les bandes, je vais essentiellement rester sur les cordes et vous donner un petit exemple vraiment sur lequel on pourra essayer de suivre toutes ces choses. Donc voilà, alors l'exemple que je vais vous proposer ici, c'est de travailler avec le carquois aimable suivant. Donc je vous propose le carquois aimable suivant. J'ai K3, ou peut-être on va mettre K2, on va vraiment suivre un petit exemple vraiment. Donc voilà, je vous propose cette représentation-là. Et donc les morphismes se déduisent assez rapidement. Donc je peux mettre ce morphisme-là ici, puis ce morphisme-là, de façon à ce que la composition fasse 0. J'ai écrit les matrices correspondant au morphisme linéaire que je considère là entre les deux. Voilà. Donc le carquois, bien sûr, sous-jacent, je vais l'écrire, c'est 1, 2, 3 avec alpha, bêta. Et je rappelle que les pointillés, quand j'ajoute des pointillés entre des flèches comme ça signifie que les flèches sont en relation et qu'autrement dit, l'idéal ici que je considère est engendré par la composition bêta-alpha. Je rappelle que la composition des flèches, je l'écris comme des morphismes. Et donc, voilà, ça explique cette composition écrite comme ça. Ok, donc je vais prendre cette représentation-là. Et le but, l'exercice que je vous propose de faire ici, c'est de décrire tous les endomorphismes que nous avons pour cette représentation-là. Donc cette représentation-là, je vais l'appeler X. Et la question que je vous pose ici, c'est de décrire les endomorphismes de X. Okay, donc quels sont les endomorphismes de X? Donc quand je dis endomorphisme, c'est bien un morphisme de représentation qui va de X vers X. Ok? Bon, alors pour décrire les endomorphismes de X, il y a quelque chose qui est déjà un gros outil, quelque chose d'assez fort utile, c'est d'utiliser la décomposition en somme directe d'indécomposable. Nous avons déjà vu cette notion de somme directe, nous avons déjà parlé de cette notion d'indécomposable, et ici on peut décomposer une représentation, n'importe quelle représentation en fait, en somme d'indécomposable. Et donc ici, il se trouve que la représentation X peut s'écrire la représentation suivante, plus, oups, je vais mettre un K, c'est pas un K que je vais mettre, 0, K. Donc voilà, alors évidemment, identité ici. Ok, donc la représentation, je mettais un isomorphisme, parce que bon, ok, ça c'est égal, mais je vais parler à isomorphisme près, donc je me permets de mettre directement isomorphisme. Donc la représentation X est isomorphe à cette somme directe, d'accord, d'indécomposable. Bon. Et donc, pour connaître, donc là maintenant je vais donner des noms par rapport à des choses qu'on a déjà vues. Donc là, cette représentation-là, elle est liée à la corde donnée par la flèche alpha. Donc je vais écrire M alpha, la représentation indécomposable associée à une corde ici alpha. Je vous rappelle en passage la notation en fait. Et puis ici, c'est M bêta. Je vous rappelle que M alpha et M alpha-1, ça donne la même représentation. On a également parlé lors de l'épisode précédent que les représentations cordes sont isomorphes à condition que les deux cordes en jeu sont égales ou inverses l'une de l'autre. Ok. Bref, donc là, cette représentation, je peux l'écrire donc comme, je peux dire que c'est isomorphe ou l'écrire comme une somme directe de deux représentations cordes comme ici.
Et donc, connaître les endomorphismes de X vont revenir à connaître les morphismes de... Donc d'abord les endomorphismes entre la représentation et elle-même, et puis entre les deux représentations. Donc c'est ce que je vais écrire à présent. Si je veux connaître les endomorphismes de X, il me suffit, donc les endomorphismes de X, c'est isomorphe à la somme directe suivante. Il me suffit de connaître les endomorphismes de MA, donc M alpha. Il me faut connaître les endomorphismes de M bêta. Il me faut connaître les morphismes qu'il y a, donc je vais écrire homme pour les morphismes, homomorphismes, d'accord? Donc les morphismes qu'il y a de M alpha vers M bêta, et il me faut connaître également les morphismes qu'il y a entre M bêta et M alpha. Ok, donc voilà, alors ça signifie que le homme se comporte très bien avec la somme directe des représentations, hein, c'est essentiellement la propriété que j'utilise ici. Et donc on voit que pour connaître les endomorphismes d'une représentation, il suffit de connaître les morphismes qu'il y a entre les représentations indécomposables qui sont en facteur de la représentation X. Ok, alors on va faire les choses étape par étape, et je vais commencer par regarder les morphismes de M alpha vers lui-même. Donc les morphismes de M alpha. Hop. Alors si je regardais les endomorphismes de M alpha, donc je vais écrire, hein, je veux K0, K0, et donc je mets les relations même si je ne suis pas obligé de les mettre, et ce que je veux c'est déterminer quel morphisme j'ai le droit de mettre pour les flèches que je viens d'ajouter. Alors je sais plus quelle convention j'avais choisi pour ces flèches là, peut-être les faire d'une autre couleur, donc je vais essayer de les faire d'une autre couleur, en espérant que ce soit visible. Donc voilà. Hop. Donc voilà, et ma question c'est qu'est-ce que je peux mettre pour les flèches qui vont, pour les flèches bleues. Quel morphisme je peux mettre pour les flèches bleues? Bon. On sait que ces morphismes doivent respecter les carrés commutatifs. Ok, donc les carrés commutatifs, on voit que si je mets... on voit que là, ici, c'est automatiquement 0, la dernière flèche est automatiquement 0. Et puis on voit que pour cette deuxième flèche, j'ai toute la liberté que je veux, car ici, le carré commutatif est respecté, peu importe le morphisme que je mets ici. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais considérer que je multiplie par un certain lambda, n'importe quel élément du corps K dans lequel je travaille. Et puis là, à cause du carré commutatif, on voit que cette dernière flèche doit aussi être lambda. Ok? Donc, on voit qu'on a le droit de paramétriser un seul, de mettre un seul paramètre, on a le droit à une liberté, hein, c'est ça que je veux dire, on a le droit à 1 degré de liberté sur la définition des morphismes que l'on a de la corde M alpha vers elle-même, et ça signifie que l'ensemble des endomorphismes de M alpha, c'est isomorphe à une copie du corps K, puisque la seule copie du corps K correspond à choisir quelle valeur on a le droit de prendre pour la multiplication ici, le morphisme linéaire qu'on veut faire ici de K vers K. Ok? Donc ça vient vraiment de là. Donc on voit que les endomorphismes de M alpha, c'est le corps K. Très bien. C'est une copie du corps K. Ok, alors maintenant, regardons les endomorphismes de M bêta. Et vous allez voir qu'on va arriver à peu près, on devrait arriver à la même conclusion. Hop. 0, K, K. Bon là cette fois-ci je ne mets pas les relations, mais elles y sont hein, bien sûr, mais je ne les mets pas juste pour qu'on voit bien. Parce que de toute façon j'ai pas vraiment besoin de ça pour essayer de connaître les morphismes qu'il y a entre les représentations. J'ai pas besoin de connaître les relations, juste besoin de connaître les indécomposables qui sont présents. Bref. Donc quand je vois ça maintenant, je vais faire pareil, hein, ici ce morphisme là, je n'ai pas le choix, je dois le choisir comme étant nul. Et à cause du carré commutatif qui cette fois-ci est respecté, peu importe dans quel sens on le lit, puisqu'on part de 0, hein, donc 0 est envoyé vers 0, qui est envoyé vers 0, et pareil dans l'autre sens. Hein. Là ce carré commutatif me dit que cette flèche là, je peux choisir n'importe quelle valeur. Donc n'importe quelle valeur, je vais mettre ici, je sais pas, je vais mettre mu. D'accord? Là, à cause du carré commutatif, cette fois-ci, la dernière flèche, j'ai pas le choix, il va falloir que ce soit également mu.
Et donc on arrive à la même conclusion que l'ensemble des endomorphismes, c'est isomorphe, enfin une copie du corps K, parce que j'ai le droit à 1 degré de liberté pour la valeur de mu. Ok? Je vais continuer à faire l'exemple jusqu'au bout, juste pour que vous voyez comment ça va fonctionner. C'est les morphismes entre les représentations de corps. Parce que là, pour l'instant, je parle d'endomorphisme. Alors quand on voit les endomorphismes, on se dit, bon d'accord, ça a l'air de marcher un peu quand même assez gentiment. D'accord. Mais il y a des corps quand même un peu bizarres où il peut se passer des endomorphismes où il n'y a pas qu'une seule copie de K. J'y reviendrai, je ne vais pas le faire tout de suite. J'aimerais d'abord vous faire cet exemple jusqu'au bout, pour que vous voyez comment les choses fonctionnent. Donc, je vais maintenant... qu'est-ce que je peux effacer? Je vais effacer là. Hein. Hop. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'il me faut savoir? Il me faut... Alors, je vais juste réécrire la décomposition. Donc, c'est isomorphe à M alpha plus M bêta. Je vais juste les réécrire pour que vous les voyez. Hein. Hop. Histoire que ce soit plus simple à suivre. Hein. Et lui, c'est 0, K, K. Voilà, comme ça, vous les voyez. Alors, maintenant, je vais regarder les morphismes qu'il y a de M alpha vers M bêta. Alors là, il va se passer quelque chose d'intéressant. Alors, si je fais K, K, 0, et puis j'ai 0, K, K, là ici j'ai 1, 1, et puis, hop, les morphismes. Voilà. Ok, donc voilà, je viens de dessiner les morphismes. Alors maintenant, la question c'est quels sont les choix de morphismes que l'on peut avoir. Alors on voit clairement que la première et la dernière flèche, on n'a pas beaucoup de choix, ça doit être le morphisme nul. Puisque tous les éléments de K doivent être envoyés vers 0 ici, et 0 est envoyé vers K. Voilà, bon. Et puis maintenant, on a un carré commutatif qui doit être respecté. Alors vous le voyez dans le sens que vous voulez, moi je vais le regarder dans ce sens-là. Vous avez ce carré commutatif qui doit être respecté. Et ce carré commutatif vous dit que si vous composez l'identité avec le morphisme qui est ici, ça doit revenir à la même chose que 0. Donc vous n'avez pas de choix, ça veut dire que le morphisme que vous allez mettre ici, c'est 0. À cause du carré commutatif. Et donc, ça signifie qu'il n'y a pas de morphisme non nul entre les deux représentations. Autrement dit, je peux écrire que l'ensemble des morphismes entre M alpha et M bêta, c'est juste le morphisme nul. Donc je vais écrire isomorphe à 0. Ok? Il n'y a qu'un seul morphisme, c'est le morphisme nul qui existe. Ok? Donc là c'est quand même assez intéressant. Il me reste un dernier à faire. Ohm de M bêta vers M alpha. Et là vous seriez peut-être tenté de me dire que là aussi on ne va pas avoir de morphisme. Eh bien détrompez-vous, on va avoir un morphisme. Je vais écrire. Donc j'ai ça, je refais la même chose en bas, donc j'ai K, 0, je ne mets pas les relations encore une fois, je vais dessiner à nouveau mes morphismes, voilà. Bon, et puis cette fois-ci, là on voit encore une fois qu'on doit mettre 0, là encore une fois on doit voir qu'on met 0, et si vous regardez de plus près les carrés commutatifs que l'on obtient, et bien vous voyez que ça n'impose absolument rien sur la flèche qui est au milieu. Puisque ici vous partez de 0, donc 0 est envoyé vers 0 qui est envoyé vers 0, peu importe comment, donc là le carré commutatif est toujours respecté, peu importe le morphisme que je mets ici. Et puis de l'autre côté vous voyez que là, peu importe le morphisme, je suis envoyé vers 0, et l'identité puis 0 envoie vers 0. Donc les deux carrés commutatifs sont toujours respectés, peu importe le morphisme que je vais mettre au milieu. Alors le morphisme que je vais mettre au milieu, je peux choisir n'importe quelle valeur, je vais me l'appeler nu, je peux choisir n'importe quelle valeur de multiplication de K vers K, et bon bah voilà, ceci me donne une copie de K dans l'ensemble des endomorphismes, l'ensemble des morphismes qu'il y a entre M bêta et M alpha. Conclusion, comme on a l'ensemble des endomorphismes de X qui correspond à cette somme directe ici, eh bien, on en déduit que l'ensemble des endomorphismes de X vers lui-même peut se composer de trois morphismes, de trois types de morphismes.
Ok, donc ça peut s'écrire comme somme directe de trois types de morphismes, où il faut choisir la valeur de lambda, la valeur de mu, et la valeur de nu, en tant que morphisme de M alpha, etc. etc. Ok, donc ça peut se retraduire de manière matricielle, hein, si vous voulez. Je peux écrire, alors j'ai K vers K2 vers K. Ici j'ai K vers K2 vers K. Ok, tac. Ah, j'aurais dû les mettre en bleu, désolé. Bon, c'est pas non plus très grave, mais je veux quand même respecter ce code. Ok. Et donc, si je suis un petit peu tout ce qu'on a fait, les différents types de morphismes que nous avons obtenus, là, le type de morphisme est fixé par le type de morphisme que nous choisissons ici. Donc, nous avons un lambda qui apparaît ici. Ici, un peu de la même manière, c'est fixé par le mu. Donc, j'ai un mu ici. Et le morphisme ici au milieu, c'est une matrice de 2. Et cette matrice de 2 va correspondre à une matrice qui va être triangulaire supérieure. On va avoir de lambda ici, mu ici. Si je ne fais pas de bêtises, hein. Donc 0, 1, je rappelle les morphismes, hein, juste pour qu'on soit OK. Voilà. Et on va avoir un nu, alors je pense que le nu va être ici. Donc nu, 0. OK. Donc là, si vous faites un petit peu attention à la décomposition que nous avons obtenue, etc., vous devriez voir que oui, la lambda est envoyée, donc là vous avez un 0 qui est envoyé vers lambda 0. Ici, vous avez lambda qui est envoyé ensuite vers lambda 0, ça marche, c'est bien un carré commutatif. L'autre carré commutatif, c'est si je prends un élément ici, je vais me retrouver avec, alors là, vous commencez avec 1, 0, donc si vous prenez 1, 0, vous allez vous retrouver avec lambda nu, si je ne dis pas de bêtises, et puis lambda nu, non, je dis des bêtises, c'est pas lambda nu, c'est juste lambda, pardon, vous allez obtenir lambda, et lambda va être envoyé vers 0, donc tout va bien, et ici il est envoyé vers 0. Et puis si vous prenez 0, 1, 0, 1 va être envoyé vers mu nu, et mu nu va être envoyé vers mu. D'accord? Parce que la première composante meurt des suites de la deuxième flèche, la flèche bêta. Ok. Bon voilà, alors là je vous ai fait le truc, le petit train-train, petit à petit, petit à petit, morceau par morceau. Mais il y a moyen d'étudier les morphismes à l'aide des cordes. Et c'est ce que je vais maintenant expliquer. Car grâce à des sous-cordes particulières, des cordes que nous sommes en train d'étudier, on peut savoir quels sont les morphismes que nous avons entre deux cordes. Et on va refaire le même exercice juste en parlant des cordes un petit peu à la fin en fait, à la fin de ce que je vais vous raconter maintenant. Ok. Alors j'ai juste besoin de vous définir ce que ça veut dire avoir une corde qui est au-dessus d'une autre corde et avoir une corde qui est en dessous d'une autre corde. Alors les notions de au-dessus et en dessous, c'est pas pour rien, c'est à cause de la représentation des cordes. Alors je vais donc définition. Alors je vais d'abord faire un petit dessin et vous allez comprendre très vite ce que je vais entendre par là. Imaginez que vous avez une corde ρ qui s'écrit comme ça. Voilà. Alors ce que je dessine avec des petites vaguelettes, ça peut être n'importe quoi. Mais je dois vous rappeler que les cordes, nous avons une façon de les dessiner, de les décrire, c'est de dessiner en mettant des flèches vers le bas, d'accord, en mettant toutes les flèches vers le bas, et en écrivant tous les sommets que nous avons entre deux, d'accord. Donc là, ce que je viens de dessiner, c'est le type de représentation de la corde, mais de manière un peu générique, en disant, il peut se passer n'importe quoi ici, il peut se passer n'importe quoi ici, il peut se passer n'importe quoi ici. D'accord? Bon. Alors là, ce que je viens de vous dessiner, c'est une configuration où une sous-corde de ρ est au-dessus d'une corde ρ. Donc là, la sous-corde ici, c'est sigma. Donc la sous-corde, elle est ici. Ok? Et donc, une sous-corde, donc je vais écrire, hein, donc soit ρ, une corde, alors la corde, je vous rappelle qu'on peut l'écrire de la manière suivante, alpha k, epsilon k, jusqu'à alpha 1, epsilon 1. Donc les epsilon étant, donc les alpha i sont des flèches, les epsilon i sont des valeurs qui valent plus ou moins 1. Ok, plus 1 si on suit la flèche dans le bon sens, moins 1 si on suit la flèche dans le sens inverse. D'accord, je vous rappelle juste un petit peu ces choses-là. Et puis c'est une corde au sens où ça doit être réduit
donc une corde. Au sens où ça doit être réduit, où vous devez éviter des relations, etc. etc. D'accord? Je vous renvoie aux épisodes précédents où je parle de l'épisode dans lequel je définis ce que c'est une corde et une bande. Je vous renvoie à cet épisode-là. Justement, je pense que c'est l'épisode précédent, pour bien revoir ce que ça signifie avoir une corde, etc. Bref. Donc voilà, alors ça c'est une corde, très bien. Alors sigma est une sous-corde. Donc sigma, les sous-cordes vont s'écrire de la manière suivante. Je vais d'un alpha j, epsilon j, et puis je suis la corde, hein, jusqu'à arriver à un certain alpha i, epsilon i. D'accord? Donc une sous-corde peut s'écrire de manière générale comme ça. Et il y a également des sous-cordes paresseuses. Hein, d'accord? Je rappelle aussi qu'une sous-corde, c'est pas juste... Il n'y a pas que cela, il y a aussi les paresseux. Plus les paresseux. D'accord? Alors une sous-corde comme ça donc, est une sous-corde dite au-dessus de ρ. Si et seulement si, eh bien on a plusieurs cas de figure. Le cas de figure, enfin les cas de figure, en fait, globalement, c'est, ça va être... Excusez-moi, en fait, ça va essentiellement dépendre de la flèche qui succède à alpha j et de la flèche qui précède alpha i moins 1. Alpha i, pardon. Donc ici, nous avons la flèche alpha i moins 1 et ici, vous avez la flèche alpha j. Et donc, alpha j plus 1, pardon. Et donc, ben, si et seulement si, et ben, on a deux conditions à vérifier. Si j est différent de k, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas au bout de la corde, donc si j est différent de k, eh bien il faut que epsilon, donc là il faut que vous lisiez la flèche dans le bon sens. Donc ça veut dire que epsilon de j plus 1 est égal à 1. Et si j est différent de... si i est différent de 1, donc ça veut dire encore une fois que vous n'êtes pas au bout de la corde, et bien il faut que epsilon i moins 1 est égal à moins 1, parce que cette fois-ci il faut que vous lisiez la flèche dans le sens inverse. Ok, alors bah voilà, j'ai terminé, donc là, et en fait, les deux cas de figure, donc là je vais peut-être mal écrire, je vais peut-être mieux l'écrire, donc elle est dite au-dessus de ρ, si et seulement si, et bien soit j égale k, ou alors epsilon j plus 1 égale 1, d'accord? Et donc il faut cette première chose et cette deuxième chose où i est égal à 1 ou alors epsilon i moins 1 est égal à moins 1. D'accord? Donc ce que ça signifie, c'est juste ces cas de figure où je dis j égale k et i égale 1. Je répète, hein, ça signifie que en fait vous n'avez pas cette partie-là. Ρ ne continue pas par là. Vous vous arrêtez exactement ici. Et si vous arrêtez ici, on considère quand même que la corde est au-dessus. Ok? Bon. Donc voilà, on dit qu'elle est au-dessus à ces conditions-là. Et on peut également dire qu'une corde est en dessous avec des conditions un peu similaires. Donc sigma est dite en dessous. Et c'est vraiment la terminologie qu'on utilise, hein, au passage. On dit bien au-dessus et en dessous, hein, en termes de... Enfin, si vous avez un doute sur ces termes-là, c'est vraiment les termes qu'on utilise dans la recherche ici. On dit bien, pour tout ce qui est théorie des cordes et tout ça, on dit bien une corde qui est au-dessus, une corde qui est en dessous. C'est vraiment pas un truc nouveau, hein, cette écriture. Donc, étant en dessous de la corde ρ, si et seulement si, c'est un peu de la manière similaire. Alors, je vais dessiner. Voilà. Et vous voyez assez vite ce que je vais écrire. Hein. Donc là, ça doit être alpha i, pardon. Donc alpha i moins 1, et là c'est alpha j plus 1. Donc vous voyez que, si seulement si, donc ça c'est grâce à ce dessin, vous voyez que vous devriez avoir soit j qui est égal à k, ou alors epsilon j plus 1 est égal à moins 1.
et I est égal à 1 ou epsilon I moins 1 est égal à 1. D'accord? Donc ça veut dire que la flèche ici que vous lisez, elle est dans le bon sens, et que la flèche que vous lisez ici doit être inversée. Ok, alors maintenant que j'ai fait ça, on va reprendre notre exemple. Reprenons notre exemple. Donc je rappelle le carquois avec lequel nous étions. Nous avons ceci, alpha, bêta. Alors maintenant, ce que je vais vous poser comme question, je vous laisse, n'hésitez pas à faire une petite pause maintenant pour essayer de le faire par vous-même, c'est déterminer les cordes, donc les sous-cordes au-dessus de alpha, en dessous de alpha, au-dessus de bêta et en dessous de bêta. Voilà, n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de le faire par vous-même. Essayez de déterminer les cordes qui sont au-dessus et en dessous des flèches, juste la flèche alpha, donc la corde donnée par juste la flèche alpha, la corde donnée par la flèche bêta, etc. Essayez de déterminer tout ce qui est au-dessus et en dessous. N'hésitez pas à faire une petite pause. Ok, alors j'espère que vous avez essayé, juste pour vérifier si vous avez compris ce que ça signifie au-dessus et en dessous. Alors le mieux c'est de dessiner la corde, hein. Et donc si vous dessinez la corde, bah, vous avez 1 vers 2 comme ceci, alpha. Et vous vous rendez compte que ce qu'il y a au-dessus, eh bien vous avez 1, donc le chemin paresseux en 1, d'accord? Et vous avez toute la flèche qui est au-dessus, d'après la définition. D'accord? Parce que d'après la définition, pour être au-dessus, vous avez tout à fait le droit de prendre I égale 1, J égale K, c'est-à-dire la longueur de la corde. D'accord? Et je vous rappelle que les chemins paresseux, si vous aviez encore un doute, les chemins paresseux sont à prendre en compte. Hein. Ok? Donc les chemins paresseux, ici 1 est bien au-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a en dessous de alpha? Ben, en dessous de alpha, vous avez le chemin paresseux 2 et vous avez à nouveau 1 vers 2. D'accord? Donc, pour n'importe quelle corde, ça paraît un peu évident, mais par définition, n'importe quelle corde est au-dessus et en dessous d'elle-même. D'accord? Bon, donc on a ça. Et puis maintenant, si je regarde la flèche bêta, bah, un peu de la même manière, hein, c'est un peu le même principe. Hein. Donc si je regarde ce qu'il y a au-dessus, je vais avoir 2 et 2, 3. Oups, avec la flèche bêta. Et si je regarde ce qu'il y a en dessous, je vais avoir 3 et bêta. Ok, et maintenant si on regarde un petit peu plus près, il y a des choses qui coïncident. Alors notamment, si je voulais regarder les morphismes qu'il y a de M alpha vers M alpha, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule corde qui se trouve à la fois au-dessus et en dessous de la corde alpha. Vous remarquerez également, et là c'est là où ça va être très intéressant, vous remarquerez que vous avez une corde qui est à la fois au-dessus de bêta et en dessous de alpha. Et justement, c'est cette corde-là qui vous donne le morphisme qui existe, qui part de M bêta pour arriver à M alpha. C'est justement cette corde-là qui vous donne le morphisme. Et puis bah, vous voyez que par contre, si vous regardez ce qu'il y a au-dessus de alpha et en dessous de bêta, vous voyez qu'il n'y a rien qui coïncide. Donc ça explique pourquoi, ça donne une bijection entre les morphismes qui existent en termes d'espace vectoriel bien sûr, les morphismes qu'il y a entre les cordes, entre les représentations de cordes, et les cordes qui sont au-dessus et en dessous. Okay, et c'est là le résultat que je vais vous énoncer à présent. Donc c'est toujours un résultat de Butler et Ringel, parce que j'ai déjà énoncé un résultat de Butler et Ringel concernant les indécomposables. C'est toujours un résultat de Butler et Ringel. Donc je vais appeler ça théorème parce que c'est important. Butler et Ringel. Donc toujours, je ne sais plus quelle année. Je ne vais pas l'écrire, je crois que c'est 87, mais
peut-être 87, mais à vérifier. Bref, donc toujours le résultat de Butler-Ingles, c'est une espèce de continuation du résultat qui donnait tous les indécomposables d'un carquois aimable. Eh bien, il se trouve que si vous prenez donc soit ρ et ρ', deux cordes du carquois, du carquois à relation aimable, ok, eh bien, l'ensemble des morphismes qui vont de mρ vers mρ' est isomorphe à un certain nombre de copies de K qui vont dépendre du nombre entre crochets, ρ', où ρ', le crochet ρ' désigne l'ensemble des couples sigma-sigma', tels que, eh bien, il y a plusieurs choses. La première, c'est que sigma est une sous-corde et au-dessus de ρ, sigma' est en dessous de ρ', et le dernier point important, c'est que les deux cordes sont les mêmes. Quitte à les lire à l'envers, les deux cordes sont les mêmes. Donc si je veux compter les morphismes qu'il y a entre deux représentations de cordes, il me suffit de connaître le nombre de sous-cordes qui sont à la fois au-dessus de la première corde et en dessous de l'autre corde. Ok, et ce à inverse près. Bon voilà, alors maintenant avec ce résultat, vous allez voir que tous les calculs que nous avons fait précédemment vont aller beaucoup plus vite, puisque là, bon, là on a fait les sous-cordes. Hein. Donc je vais terminer en reprenant l'exemple que nous avons fait là ensemble un petit peu avant. Donc si je reprends toujours le même exemple avec K vers K2 vers K, 1, 0, 0, 1. Okay, donc cette représentation, je vous rappelle que c'était M alpha plus M bêta. Je ne vais pas redessiner les deux représentations, ça m'importe peu ici. Et donc nous avions vu tout à l'heure que l'ensemble des endomorphismes de la représentation X, c'était isomorphe à, je regarde les endomorphismes de M alpha, je regarde les endomorphismes de M bêta, je regarde les morphismes qui vont de M alpha vers M bêta, et je regarde ensuite les morphismes qui vont de M bêta vers M alpha. Et je fais une somme directe de tout ça. Ok. Et donc les endomorphismes de M alpha vers M alpha, il n'y en a qu'un seul parce qu'il n'y a qu'une seule corde qui est à la fois au-dessus et en dessous de alpha, c'est la corde elle-même alpha. Donc là vous avez quelque chose qui est isomorphe à K, et je vais écrire cette fois-ci fois la corde, donc la corde correspondante étant la corde alpha. Ensuite, M bêta, de la même manière, il n'y a qu'une seule corde qui se trouve au-dessus et en dessous de la corde bêta, c'est la flèche bêta, donc là ici je peux écrire que c'est K fois la flèche 2 vers 3. Pour M alpha vers M bêta, là j'ai aucune corde qui est à la fois au-dessus de alpha et en dessous de bêta, donc 0. Et enfin, cette fois-ci, j'ai une corde qui est au-dessus de bêta mais qui est en dessous de alpha, et cette corde, c'est la corde donnée par le chemin paresseux en 2. Donc ici c'est K fois 2. Et donc on retrouve maintenant tous les morphismes, donc il y a bien 3 types de morphismes. J'efface ici. Il y a bien 3 types de morphismes. Et les 3 types de morphismes sont donnés par la flèche alpha, plus la flèche bêta, plus le simple en 2. Donc le simple en 2, c'est juste le chemin paresseux en 2, si vous préférez. Okay, et donc grâce à cette décomposition, on comprend peut-être un peu mieux comment se décomposent les morphismes et comment j'aurais pu arriver à... Je peux arriver maintenant à décrire tous les morphismes qu'il y a, encore de la même manière, en réécrivant les matrices et en suivant les cordes en jeu. Puisque là, la corde alpha, là, je vois très bien que ça veut dire que je dois mettre une copie lambda ici, et j'ai une copie lambda ici, qui doit coïncider. Puis après, je vois la flèche bêta, donc bêta, c'est une composante qui n'a aucun lien avec alpha, donc là, je dois avoir ici mu, et puis mu,
D'accord? Donc ça, c'est lui qu'on considère comme lambda, c'est lui qu'on considère comme mu, et puis bah, le simple en 2, bah, c'est lui qui jouera le rôle de nu. Donc voilà. Et c'est comme ça qu'on retrouve les matrices en jeu. Enfin, en tout cas, on peut retrouver les matrices en jeu grâce à ce genre de jeu comme ça que je vous propose ici. Voilà, et ben c'est tout ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Alors, comme je l'ai dit, pour les... Ah, oui, je pourrais quand même parler d'un petit exemple où on peut avoir une corde, enfin on peut avoir plus qu'un morphisme sur une corde vers elle-même. Donc je vais me permettre de faire juste un autre petit exemple pour vous dire que oui, il se peut qu'il n'y ait pas qu'un seul morphisme d'une corde vers elle-même. Juste un petit exemple avant vraiment de conclure. Si je prends le Kronecker, ok, donc le carquois qu'on a déjà croisé à plusieurs reprises, si je prends le Kronecker et que je prends la corde, alors je peux très bien prendre la corde, je fais 1 vers 2, 2 vers 1, en faisant alpha, bêta. Est-ce que ça va marcher ça? Ouais, ouais, je vais faire ça, je vais mettre une flèche 2 encore une fois, alpha. Donc si je prends la corde, donc ça correspond à prendre la corde alpha, bêta moins 1, alpha. Donc ça correspond à prendre cette corde-là. Bien, si je regarde maintenant toutes les cordes qui sont au-dessus de ρ, donc là j'ai même plus besoin de regarder les espaces vectoriels, etc. Vous voyez que j'ai même plus besoin de regarder les morphismes, j'ai juste besoin de regarder les cordes qui sont au-dessus et en dessous d'une même corde. C'est ça qui est assez fou, c'est maintenant tout est traduit de manière combinatoire. Ça, je trouve que c'est vraiment cool. Donc là, si on doit chercher toutes les cordes qui sont au-dessus de alpha, on a quoi? On a le simple en 1, qui apparaît 2 fois au passage, mais on a le simple en 1. On a ensuite la flèche 1, 2. Hein. D'accord? On a... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a autre chose? Oui, on a autre chose. On a aussi 1, 2, 1, comme ceci, donc alpha, bêta. Est-ce qu'on a d'autres trucs? Je pense pas. Donc le dernier truc, c'est la corde en entier. 1, vers 2, vers 1, vers 2. Alpha, bêta, alpha. Et je pense que c'est tout. Maintenant, si je regarde tout ce qu'il y a en dessous, on voit qu'il y a 2 copies du simple en 2. On a également la flèche 1, 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la flèche 1, 2, 2, comme ceci, donc bêta, alpha. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a toute la corde, et je pense que c'est tout. Donc, on va avoir 1, 2, 1, 2, comme ceci, alpha, bêta, alpha. Et là, vous voyez qu'en effet, l'ensemble des endomorphismes de ρ, donc endomorphisme de mρ, et bien là, cette fois-ci, c'est isomorphe à K2, car vous avez 2 cordes. Donc vous avez toute la corde, évidemment, ça je vous l'ai annoncé, c'est à cause de la définition, toute corde est à la fois au-dessus et en dessous d'elle-même. Mais vous avez également cette corde-là, qui apparaît à la fois au-dessus et en dessous de ρ. D'accord? Donc l'ensemble des endomorphismes ici c'est bien K2. Donc là c'est juste pour vous montrer un exemple où pour une corde donnée, l'ensemble des endomorphismes d'une corde, c'est pas juste le corps K. Il se peut très bien qu'il y ait d'autres cordes en jeu que la corde en entier. Ok? Donc voilà, là je pense que je peux m'arrêter ici, je pense avoir à peu près tout dit. Alors il y a des moyens, à l'aide d'un carquois et à l'aide d'un peu de combinatoire, de décrire donc d'une part toutes les représentations indécomposables, puis d'autre part tous les morphismes que l'on peut avoir entre les représentations indécomposables. Il y a une donnée qu'on appelle le carquois d'Ostrander-Ruyten qui permet d'essayer en tout cas de décrire tous les morphismes indécomposables en un certain sens. D'accord, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tous les morphismes indécomposables qu'il peut y avoir entre des représentations indécomposables dans le carquois d'Ostrander-Ruyten, dans le carquois tout court. Okay, et le carquois d'Ostrander-Ruyten permet vraiment d'étudier tous les morphismes et de dire vraiment quels sont tous les morphismes qu'il y a entre les représentations. Bon, bien sûr, quand je dis tous les morphismes, il y a quand même quelques subtilités, mais en tout cas, ça permet vraiment d'aider à comprendre comment marchent tous les morphismes qu'il y a entre les indécomposables
d'un carquois donné. Je vais pas parler, je vais vraiment pas exposer cette notion de carquois d'Ostrander-Ruyten, etc. Mais vous allez le voir apparaître à la suite du prochain épisode. Je pense qu'à la suite du prochain épisode, je risque d'en dessiner un. Ça sera juste pour vous montrer à quoi ça peut ressembler et en quoi ça peut être utile d'avoir le carquois d'Ostrander-Ruyten dans ce qui va suivre là-dedans. Mais on peut très bien faire les calculs sans utiliser le carquois d'Ostrander-Ruyten. C'est juste que bon, ça va être un peu plus compliqué, plus long, etc. C'est un peu comme là, je vous ai montré d'un côté les calculs faits directement avec les représentations, quels sont les morphismes, les endomorphismes d'une représentation. Je vous ai fait d'un côté ça, et de l'autre côté je vous ai fait la combinatoire. Vous avez vu que la combinatoire c'était beaucoup plus simple à manier que le côté je marche vraiment avec les espaces vectoriels, etc. Donc voilà, ça va être un peu la même chose. Si je travaille avec le carquois d'Ostrander-Ruyten, ça sera plus simple que si je travaille juste comme ça à la volée. Okay, bon, même si la plupart des exemples que je ferai, je donnerai des exemples où j'ai pas besoin de parler de ça, il se peut que j'en décide un juste pour vous montrer des cas subtils pour lesquels on peut avoir des données de Jordan, etc. qui peuvent être distinctes. Mais bon, ça voilà, c'est quelques mots que je vous ai donnés, c'est un peu pour vous donner un teaser de ce qui va suivre. Pour l'épisode suivant où je vais vraiment maintenant vous introduire ce qu'est la retrouvabilité de Jordan. Après tous ces épisodes d'introduction où j'ai dû vous expliquer ce que c'était les carquois, ce que c'était les algèbres de chemin, ce que c'était les représentations, ce que c'était les algèbres aimables, ce que sont les représentations indécomposables d'une algèbre aimable, ce que sont les morphismes entre les représentations cordes essentiellement ici, mais entre les représentations tout court, pour ainsi dire, je vous ai parlé un peu de ça, sans parler des bandes. Mais voilà, je vais pouvoir enfin vous parler du titre même, du début du titre même de cette saison, qui est donc la retrouvabilité de Jordan. Bon voilà, alors comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'il y a des camarades qui pourraient être intéressés par ce genre d'exposé ou ce genre de choses, de choses mathématiques qui pourraient être, juste pour le plaisir de découvrir ou même de manipuler des objets un peu moins conventionnels en tout cas que ce qu'on utilise en prépa. Donc voilà, ça permet de toucher un petit peu à des choses qu'on peut toucher en recherche, etc. Donc c'est quand même assez rigolo. Et donc j'espère que ça vous plaît, en tout cas pour ceux qui suivent. Et puis voilà, partagez, etc. Bon, laissez un petit pouce si ça vous a plu comme d'habitude. Et puis sur ce, je vous retrouve, je pense, au plus tard vendredi ou samedi, en tout cas dans la semaine. Je vous retrouve un peu plus tard pour le nouveau numéro de l'Exo de Colle. Et je ne dis pas du tout de quoi il s'agira, mais je vous donne une petite idée en tout cas de ce que je vais faire pour cet Exo de Colle. Il s'agira de somme et de permuter les termes d'une somme. Voilà, donc je vais pas, maintenant j'en dis pas plus, je vous laisse essayer de deviner de quoi je vais parler pour cet Exo de Colle. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Allez, salut à tous et portez-vous bien.